Je m'appelle Tristan Lejeune, j'ai une testostérone totale à 855 nanogrammes par décilitre et une testostérone libre à 23,15 nanogrammes par décilitre. Je suis dans le top 2% des hommes et je vais vous expliquer comment faire pareil dans cette vidéo. Surtout, je vais vous expliquer pourquoi tous les conseils que vous avez vus et entendus jusqu'ici sur l'optimisation de la testostérone sont à côté de la plaque sur un point absolument fondamental que personne ne comprend correctement. Je n'ai rien à vendre, cette chaîne YouTube est gratuite. Deux choses pour commencer. Les types qui ont génétiquement, c'est-à-dire naturellement, une testostérone élevée ne regardent pas cette vidéo. Ils n'en ont absolument rien à foutre de l'optimisation de la testostérone, exactement comme le séducteur naturel, le type qui drague un peu naturellement depuis toujours. Il n'a jamais regardé une vidéo sur les 5 meilleurs messages d'ouverture Tinder. Si vous avez les dents blanches, vous ne regardez pas de tuto blanchiment dentaire. Si vous avez un sommeil parfait, vous ne regardez pas de tuto pour mieux dormir. Bon, il se trouve que vous êtes en train de regarder une vidéo pour augmenter votre testostérone, pour optimiser vos niveaux de testostérone. Eh bien, je vous spoil dès maintenant, vous n'êtes pas béni des dieux de la génétique high testostérone. Deuxième point, vous pouvez regarder 2000 vidéos sur l'optimisation de la testostérone, prendre tous les compléments alimentaires du monde et arrêter de vous masturber pendant 6 mois parce que, voilà, seminal retention, je sais pas quoi. Votre testostérone endogène est limitée par la production physiologique. Il n'existe qu'un seul moyen instantané et dont les résultats sont garantis d'avoir une testostérone élevée, c'est de s'injecter de la testostérone exogène pour atteindre un niveau sérique supraphysiologique, c'est-à-dire dépasser votre limite de production endogène. Si votre moteur génétique fait 150 chevaux, vous pouvez optimiser pour exploiter le mieux possible ces 150 chevaux, mais sans faire d'injection de testostérone, vous n'irez jamais au-delà de 150 chevaux. C'est-à-dire que vous pouvez optimiser tant que vous voulez votre production naturelle, ça ne dépassera jamais votre limite de production endogène physiologique. Si vous voulez entrer en territoire supraphysiologique, il faut injecter de la testostérone exogène. Alors, si vous êtes encore assez naïf pour croire que 3 plantes adaptogènes à la con en pilule, Tongatali, Ashwagandha, Tribulus, vous mèneront en territoire supraphysiologique, bon courage pour le reste de votre vie. Vous ne valez pas mieux qu'une gonzesse qui achète une ceinture vibrante pour perdre ses bourrelets. Cela étant dit, absolument n'importe quel homme peut augmenter significativement sa production de testostérone naturelle et donc en retirer les bénéfices qu'on va décrire juste après en appliquant ce que je partage dans cette vidéo. Piety is a state of mind. Si vous décidez de ne pas injecter, optimiser naturellement votre niveau de testostérone réclame des efforts quotidiens et un changement drastique de mode de vie sur le plan de la nutrition, du sport, de l'environnement, des habitudes, de l'état d'esprit et du sommeil. Aucun supplément magique de racines, de tongatali ou de boron ne va transformer votre vie. Sur le papier, vous allez peut-être gagner 50, 100, 150 nanogrammes par décilitre en prenant tous ces cachetons, mais en pratique, ça ne changera absolument que dalle à votre ressenti, à vos capacités anaboliques, à vos capacités intellectuelles liées à l'augmentation du niveau sérique de testostérone. Et là, vous avez donc une citation extrêmement importante sur le point que personne ne comprend vis-à-vis de la testostérone. C'est pas l'individu qui compte, c'est l'environnement qui sélectionne l'individu. La testostérone est une hormone sur demande. C'est l'hormone qui pousse les hommes à construire, à accumuler, à grimper les hiérarchies, à trouver des partenaires sexuels, à se reproduire, à protéger sa descendance, à apporter les calories. Votre style de vie, votre nutrition, votre état d'esprit, votre contexte d'existence dicte à votre corps exactement combien de testostérone est nécessaire pour produire et pour accomplir vos impératifs. C'est pour ça que je répète tout le temps, la testostérone élevée est un état d'esprit. High testosterone is a state of being, not a series of schizophrenic tips and tricks. Ok? Donc, la testostérone élevée est une façon d'être, pas une série de trucs et astuces schizophréniques. La testostérone réagit à votre vie, naturellement, pas l'inverse. Si vous menez une vie qui pousse à avoir un niveau de testostérone élevé, le corps produit en conséquence. Si vous faites des sports de combat, si vous avez un travail compétitif, notamment entouré d'autres hommes, je sais pas, commercial, trader, trucs comme ça, si vous avez un entourage féminin omniprésent, pardon, si vous avez des ambitions capitalistiques, si vous prenez des risques, que ce soit des risques monétaires, physiques, etc., si vous faites des activités extrêmes, vous avez un besoin de testostérone élevé. Et donc le corps produit en conséquence de ce mode de vie. Si vous menez une vie qui pousse à une production de testostérone faible, le corps produit
en conséquence. Si vous faites juste du sport santé, c'est-à-dire majoritairement du cardio, de la course à pied en zone 1, zone 2, zone 3, si vous avez un travail fonctionnaire avec la garantie de l'emploi, un CDI, si vous êtes entouré d'hommes qui ont une faible testostérone, si vous n'avez pas de compétition, si vous faites des jeux vidéo non agressifs, des jeux d'exploration, si vous avez une relation monogame avec une femme laide, si vous avez de l'aversion au risque, si vous êtes en surpoids, et si globalement l'intégralité des facettes de votre vie dit testostérone faible, eh bien votre corps a compris, oh ben il n'y a pas besoin de produire beaucoup de testostérone pour cet individu-là, donc on se cantonne au minimum. Avant quoi que ce soit, vous devez vous situer immédiatement. Quel niveau de compétitivité, d'agressivité, de danger, d'ambition, de séduction y a-t-il eu pour vous au cours de la semaine qui s'est écoulée? Rien? Proche de zéro, pourquoi votre corps vous produirait de la testostérone dans ce cas-là? Si vous avez une vie qui n'est pas compétitive, dans laquelle il n'y a pas d'ambition, que ce soit monétaire, physique, psychologique, philosophique, si vous n'avez jamais aucun danger dans votre vie, ou très peu, si vous n'avez pas de notion de séduction, si vous êtes monogame avec une femme laide qui n'a plus besoin de séduire, pardon, vous êtes dans une routine complète, ou alors si vous avez complètement abandonné l'idée de séduire n'importe quel. Qu'est-ce qui pousserait votre corps à produire de la testostérone si vous avez une vie qui n'en nécessite absolument pas? Sans nécessité, l'organisme économise et c'est absolument logique. C'est une boucle rétroactive. Les actions qui entraînent une production accrue de testostérone sont entretenues et encouragées par la production qui augmente de nouveau jusqu'à la limite endogène et vice-versa. Si vous injectez de la testostérone exogène, vous induisez artificiellement des comportements liés à un taux de testostérone élevé, c'est-à-dire motivation, ambition, désir sexuel, agressivité, assertivité, énergie. Et comprendre cette partie-là, elle est primordiale parce qu'ici, on parle d'augmenter naturellement vos niveaux de testostérone endogène et non pas d'injecter. Ce que la plupart des types recherchent en faisant des injections de testostérone, au-delà pardon, de juste l'effet plastique et pour avoir plus de muscles, ce qu'ils ressentent, c'est en fait un niveau de testostérone supraphysiologique ou dans le haut de la fourchette physiologique. Et c'est tout ça qui mène à plus de motivation, plus d'ambition, plus de désir sexuel, plus d'agressivité, plus d'assertivité, plus d'énergie. Donc, avant ça, donc comprendre cette partie-là, elle est absolument primordiale, à savoir, ça n'est pas le niveau de testostérone qui définit la personne que vous êtes, c'est la personne que vous êtes et la façon dont vous agissez et le style de vie que vous menez qui crée de la demande pour une production accrue de testostérone qui ensuite entretient la boucle vice-versa, c'est-à-dire plus de testostérone pousse à plus d'agressivité, plus de prise de risque, plus d'ambition, plus de motivation, qui pousse à plus d'énergie, plus d'entraînement, etc., etc. Et en fait, ça s'auto-entretient. Donc avant ça, on va commencer par établir votre baseline, mais d'abord, pour que personne ne perde son temps ici. Premièrement, croire aux promesses marketing des vendeurs de compléments alimentaires sans même tester ces niveaux sériques, c'est ultra faible QI. Enfin, c'est QI faible. C'est extrêmement féminin de rester dans le flou pardon, placebo et d'y croire. Ce qu'on appelle l'auto-gaslighting. Donc, les bilans sanguins sont indispensables et au passage, avoir peur des aiguilles, c'est représentatif d'un taux faible de testostérone. Si vous avez déjà peur d'aller faire une prise de sang parce que oh, mon sang va sortir de mon corps et il y a une infirmière de 42 ans qui va me mettre une aiguille de 16 gauge dans la veine. Bon, où est la prise de risque? Où est l'agressivité? Je veux dire, si vous n'avez pas honte de voir une femme de 40 kilos se faire planter une aiguille 16G pour donner 500 millilitres de son sang pendant que vous paniquez pour un bilan sanguin, vous êtes clairement low de testostérone. Donc c'est même pas la peine de se demander où vous en êtes. Point B, les données sur les bilans sanguins sont un aperçu incomplet mais indispensable de la situation, c'est-à-dire que ce n'est pas un absolu. Point C, la testostérone libre, le ratio DHT testostérone totale et DHT œstrogène sont beaucoup plus fiables que la mesure isolée de la testostérone totale. Ce que vous voulez obtenir, c'est un style de vie high testostérone et un ratio DHT testostérone totale le plus proche de 7 pour 1 possible. Pas juste un joli numéro à 4 chiffres sur votre testostérone totale, parce que si votre SHBG est élevé, si votre prolactine est élevée à côté, bon, eh ben, au final, vous n'avez pas de testostérone libre et vous n'avez pas du tout le ressenti d'un haut niveau de testostérone. Point D, s'obséder sur les données du bilan, on va revenir dessus après, évidemment. S'obséder sur les bilans sanguins, sur les données du bilan sanguin sans jamais s'attarder sur le ressenti est aussi un comportement obsessif low testostérone, c'est-à-dire vouloir passer son temps à optimiser les données de bilan sanguin et jamais être à l'écoute de votre ressenti, c'est complètement con.
Point E, les symptômes et le ressenti comptent beaucoup plus que les chiffres. Si c'était l'inverse, il suffit de vous filer 20 mg d'oclomifène citrate par jour. En pratique, ça va vous faire monter à 1100, 1200 nanogrammes par décilitre, mais vous allez vous sentir comme une merde à cause d'un ratio testostérone-œstrogène flingué, avec une libido pourrie par manque d'œstrogène, et la traduction en anabolisme, assertivité, confiance restera littéralement invisible. Donc, ça veut dire que oui, l'objectif, c'est d'optimiser votre production de testostérone, mais il faut le faire intelligemment et pas juste pousser les chiffres de la testostérone totale juste pour les pousser. Sinon, vous faites HCG et enclomifène en monothérapie, et puis vous montez comme ça à 1100, 1200 nanogrammes par décilitre, sauf qu'au final, vous avez l'œstrogène dans les chaussettes, vous avez un SHBG élevé, vous avez une prolactine élevée, et en fait, vous ressentez absolument aucune amélioration. Point F, High Test est un état d'esprit qui s'entretient. La société moderne assassine les niveaux de testostérone de tous les hommes. Garder une testostérone élevée est une lutte permanente. C'est pas, allez, je fais tout ce que je peux pour monter mon niveau de testostérone et une fois que j'y suis, bon, c'est bon, je me relaxe, ça y est, j'y suis, ça va s'entretenir tout seul. Non, c'est une lutte permanente physique, psychologique et philosophique. Et enfin, j'ai la réalité, c'est que vous voulez les conséquences d'une DHT, donc dihydrotestostérone, pardon, élevée, et pas juste de la testostérone élevée. L'effet convoité est un niveau androgénique massif, pas juste anabolique. Donc, les bilans sanguins de base à faire pour établir votre baseline du panel hormonal avant l'optimisation de votre testostérone, c'est strictement indispensable. Soit vous vous débrouillez avec votre médecin pour avoir un bilan sanguin extensif, c'est-à-dire vous allez voir votre docteur, vous dites ah, docteur, j'ai des impuissances sexuelles, je suis déprimé, j'ai plus du tout de libido, je suis fatigué tout le temps, je me lève, je suis crevé, je suis en train de perdre du poids, je suis pas motivé à m'entraîner, etc. Et puis vous lui réclamez d'ajouter les lignes ci-dessous. Sinon, il fera juste testostérone totale et œstrogène. Donc, ça sert à que dalle. Ou alors, vous allez au laboratoire et vous prenez votre porte-monnaie et vous payez de votre poche. Voici les lignes que vous devez faire. Première ligne, testostérone totale, c'est donc la quantité totale de testostérone présente dans le sang, incluant les formes liées et libres. On revient dessus. Testostérone libre, la quantité de testostérone directement disponible pour être utilisée, qui est donc capable de se lier au récepteur androgène. La dihydrotestostérone, la raison principale pour laquelle on cherche à avoir un taux élevé de testostérone, à savoir que généralement ça monte ensemble l'un et l'autre. La DHT est responsable d'une grande partie, voire de la majorité des effets mentaux et physiques de la testostérone. C'est-à-dire que si vous avez une testostérone libre et testostérone totale élevée, mais une DHT extrêmement basse, eh bien les effets mentaux liés à la testostérone seront quasiment invisibles. C'est pour ça que vous voulez aussi une DHT élevée, un ratio testostérone DHT de 7 pour 1, idéalement. La SHBG, donc Sex Hormone Binding Globulin, c'est une protéine qui se lie aux hormones sexuelles et régule leur disponibilité dans la circulation sanguine. Évidemment, plus votre SHBG est élevé, moins la testostérone libre est élevée. Et donc, vous retrouvez avec une testostérone totale peut-être élevée, mais la majorité de ces formes-là vont être liées et non pas libres. Donc, en fait, vous n'avez pas du tout le ressenti testostérone élevé. C'est d'abord testostérone totale élevée, testostérone libre faible, SHBG élevé. En fait, ce chiffre-là ne sert absolument à rien dans ce cas-là. C'est pour ça que c'est plus complexe que juste dire ah ouais, moi j'ai 1000 nanogrammes par décilitre. Ouais, super. Et où est ta SHBG? Où est ta testostérone libre? Où est ta DHT? Où est ta prolactine? Estradiol ultrasensible, donc c'est œstrogène ultrasensible, c'est la forme la plus puissante des œstrogènes, indispensable pour l'humeur, la fonction cognitive, la libido, la fonction sexuelle, la croissance musculaire, la santé des articulations et le bien-être en général. C'est donc néfaste si c'est trop bas ou trop élevé. On est tous là à s'obséder sur la testostérone, mais en fait, avoir un ratio testostérone libre, testostérone œstrogène optimal, c'est aussi extrêmement important. Si vous avez une testostérone très élevée, donc au niveau même avec des injections, et que votre oestrogène n'est pas dans la fourchette optimale, bah, pas de libido, douleur articulaire, fatigue chronique, etc., etc. Donc les hommes doivent demander la version ultra sensible du bilan œstrogène, sinon vous allez juste avoir un bilan calculé. Non, vous voulez la version ultra sensible parce que les tests immunoenzymatiques classiques ont tendance à surestimer le taux d'estradiol à cause de réactions croisées. Et là, donc, l'utérinique hormone, qui est donc l'hormone hypophysaire qui stimule pardon, la production de testostérone dans les testicules, on y reviendra après. FSH, donc folliculaire, hormone hypophysaire essentielle à la production des spermatozoïdes et au bon fonctionnement testiculaire. Et la prolactine qui, lorsqu'elle est trop élevée, diminue la production de testostérone et réduit les fonctions sexuelles. Voilà ce que vous avez besoin pour votre panel de base
avant d'optimiser votre testostérone. Si vous avez déjà fait des bilans sanguins hormonaux, vous pensez que peut-être vous êtes du bon côté en disant: «Ah ouais, non, mais moi c'est bon, mon médecin il a dit que j'avais 350 nanogrammes par décilitre. Il a vu que la fourchette du laboratoire Biolliance c'est de 264 à 916 nanogrammes par décilitre. Il n'y a pas de surlignage en rouge, donc il vous dit que c'est OK et que de toute façon, il doit filer les médicaments pour la 5e gastro du mois de Jacqueline, sa patiente de 58 ans dépressive. Et vous sortez de là en disant: «Ah, ouais, c'est bon, le médecin a dit que ma testostérone était dans la fourchette, il n'y a pas de problème». Et vous sortez de là satisfait en pensant que tout va bien et que finalement vous expérimentez la vie masculine normalement avec une testo à 350 nanogrammes par décilitre. Être dans la fourchette du laboratoire, ça ne veut pas dire être OK. Ça veut juste dire que vous êtes dans une des déciles inférieures aux moyennes du panel d'hommes de 18 à 76 ans. Ça veut dire que le médecin peut littéralement vous dire que tout est OK alors que vous avez moins de testo que son patient d'hier qui a 81 ans. Comme être dans la fourchette IMC normale ne veut pas dire être OK, si votre indice de masse corporelle est dans la fourchette normale ou maigre, en fait, ça veut juste dire que votre ratio poids-taille correspond à l'IMC normal, malgré le fait que vous soyez un skinny fat avec 22% de masse grasse. Ça ne veut pas dire que c'est OK, ça veut dire que vous êtes dans la fourchette. Donc, c'est sous-optimal pour la vie d'avoir une testostérone dans la fourchette OK, mais en bas du range. Votre lecture du monde est conditionnée par votre profil hormonal. Les décisions que vous prenez, les interactions que vous avez, les émotions que vous ressentez, votre niveau d'assertivité, la peur panique d'envoyer votre médecin obèse se faire foutre quand il vous dit que manger trop d'œufs, c'est mauvais pour le cholestérol et les reins. Tout ça, c'est conditionné par un taux de testostérone et surtout par un taux de DHT faible. L'industrie médicale passe son temps à moduler les fourchettes. Jusqu'en 2010, la fourchette de testostérone totale pour les hommes, c'était de 350 à 1100 nanogrammes par décilitre. Aujourd'hui, elle est à 250 par 836 nanogrammes par décilitre. Votre grand-père avait littéralement, probablement, si aujourd'hui vous avez 350, votre grand-père avait 2 ou 3 fois plus de testostérone que vous au même âge, sans prendre des racines de Tongatali homosexuels en gélule. Donc, vous pouvez jouer le jeu du complotisme si vous voulez. Est-ce qu'une population masculine globale avec un faible taux de testostérone et un faible taux de DHT est plus facile à contrôler? Question, oui, non. Bon, voilà, je ne suis pas complotiste, vous décidez. Alors voilà ce que je considère et voilà ce que la médecine fonctionnelle considère comme étant la plage de référence fiable et basée sur les niveaux historiques de testostérone chez les hommes de moins de 40 ans. Si vous avez moins de 300 nanogrammes par décilitre, vous êtes très bas. Si vous avez entre 300 et 500, vous êtes bas. Si vous avez entre 500 et 650, vous êtes médiocre, c'est-à-dire dans la moyenne. Si vous avez 650 à 800, c'est vraiment correct. Et tout dépend évidemment après des ratios qu'on va voir. Si vous avez entre 800 et 1000, c'est élevé. Si vous avez plus de 1000 nanogrammes par décilitre sans apport exogène, c'est-à-dire sans injection de stéroïdes, sans injection de testostérone, eh bien c'est très élevé. Alors, nuance quand même, certaines personnes ayant une sensibilité élevée aux récepteurs androgènes se retrouvent dans la plage médiocre, donc dans la plage ici moyenne, voire dans la plage basse, tout en ayant l'apparence et le ressenti d'un homme situé dans la plage très élevé. C'est parce que la longueur des répétitions CAG du gène AR influence directement la sensibilité du récepteur. C'est-à-dire si des récepteurs répétitions CAG plus courtes sont associées à une activité accrue du récepteur androgène, c'est-à-dire que vous avez moins besoin de testostérone pour finalement développer les caractères liés à une testostérone élevée, c'est-à-dire plus de sensibilité, soit des répétitions CAG plus longues diminuent la sensibilité du récepteur. Donc même avec plus de testostérone qu'un autre, eh bien vous avez moins donc ces effets liés à la testostérone élevée. Alors ne vous prenez pas pour une exception. Là-dedans, on parle de moins de 10% de la population. En termes de ratio, qu'est-ce qu'on vise? Parce que vous n'allez pas laisser votre médecin lire votre bilan sanguin, sinon ça va être la catastrophe. Sauf si votre médecin est vraiment sensible à tous ces sujets d'optimisation hormonale, mais sinon, vous voulez lire là, vous voulez mettre 7 pour 1, c'est pas 5 pour 1. Votre ratio testostérone-DHT doit être de 10 pour 1 au minimum, et idéalement 7 pour 1, même si c'est difficile à atteindre naturellement. Le ratio T divisé par DHT divisé par E2 doit être supérieur à 350 et la testostérone libre doit être 3% ou plus de votre testostérone totale. Je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait, donc un panel optimal pour quelqu'un de naturel qui optimise donc ces ratios-là, en faisant tout ce que je vais vous citer plus tard dans la vidéo.
Donc, ça nous ferait une testostérone totale autour de 980 nanogrammes par décilitre, une DHT à 110 nanogrammes par décilitre, ça nous fait donc un ratio test DHT à 8,9. C'est donc entre le minimum et l'optimum. C'est déjà très bien d'avoir un ratio de testostérone DHT à ce niveau-là. Et globalement, ça demande quand même des efforts d'arriver ici. Sinon, naturellement, sans optimiser votre production de DHT, vous allez vous trouver autour de 20 pour 1. Ce qui est pas optimal en termes d'assertivité, de compétitivité, d'androgénicité, etc. Un niveau de stradiol à 42 pg par ml, donc ça fait 42 nanogrammes par millilitre, par décilitre, pardon, c'est juste la conversion picogramme. TDHT sur oestrogène à 3,75. Donc là, avec ces chiffres-là, on est à 75. Testostérone libre à 33 nanogrammes par décilitre, ça nous fait donc 3,37% de la testostérone totale. C'est bon. Et SHBG à 25 nanomoles par millilitre, c'est la zone pardon, idéale pour un homme actif. Si vous montez au-dessus de 45, 50, 60 SHBG, vous êtes clairement trop haut et il y a un facteur limitant. Les chiffres de labo sont importants pour l'optimisation, mais on doit absolument les conjuguer avec votre ressenti personnel. Avant d'arriver là-dessus, pourquoi optimiser sa testostérone? Alors, être obsédé par plus de muscles pour le côté plastique et l'obsession du paraître, c'est extrêmement féminin. Réfléchissez 2 minutes. Qui est obsédé par son apparence constamment? C'est-à-dire, ah, est-ce que je parais bien sur les photos, machin? Est-ce que ce t-shirt, il rend bien? Est-ce on voit bien ma veine du biceps? Est-ce que finalement, mon pantalon, il me moule bien? Est-ce qu'il me fait pas un cul carré, je sais pas quoi? Eh bien, c'est les femmes et les gays. Voilà. Donc, et évidemment, les attardés qui s'injectent exclusivement pardon, pour avoir l'air plus musclé. Je ferai une vidéo à venir là-dessus. Donc, être obsédé par le fait d'optimiser sa testostérone pour l'anabolisme et juste pour paraître plus musclé, c'est féminin ou c'est homosexuel. Donc, réduire la testostérone à plus de muscles, c'est idiot. C'est le moteur biologique de la vitalité masculine. Celui qui influence vos niveaux d'énergie, vos décisions, votre physique, vos émotions, votre ambition et surtout votre rapport au monde. Tout ça est conditionné par vos niveaux de testostérone. Alors, pourquoi optimiser? Premièrement, pour le niveau d'énergie, vous êtes un homme, vous devez exulter d'énergie, normalement, vous devez avoir énormément d'énergie au quotidien. Un taux optimal stabilise la production d'ATP, améliore la sensibilité mitochondriale et réduit la fatigue chronique. C'est-à-dire réveil plus facile, pic d'énergie constant, moins de crash en fin de journée. Vous ne traînez plus votre cadavre, votre corps fonctionne comme il le devrait. On a l'impression, c'est normal d'être fatigué, de devoir boire 15 cafés par jour, etc. Non, vous avez un problème physiologique qu'il faut régler. Deuxième élément, motivation et volonté accrue. La testostérone augmente la transmission dopaminergique et dans le noyau accumbens. Donc, vous devenez naturellement plus orienté action et pas passivité, consommation. Vous faites moins de procrastination, plus de passage à l'acte. Également, ça renforce la motivation intrinsèque, celle qui ne dépend pas de l'humeur, mais celle qui dépend de votre identité. Vous n'avez plus besoin de motivation extrinsèque pour faire les choses. C'est juste que vous avez tellement d'énergie et tellement de choses à accomplir que, boum, ça démarre. Troisième point, plus de force. La testostérone augmente évidemment la synthèse protéique, la densité neuromusculaire, la coordination intramusculaire, plus de masse musculaire avec hypertrophie accélérée, évidemment, meilleure récupération, moins de catabolisme et un rendement supérieur à chaque séance. Perte de gras par l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, réduit le stockage adipeux, augmente le métabolisme de base, favorise l'oxydation lipidique, moins de volatilité émotive, et ça c'est le point capital. La testostérone stabilise le stress, le système limbique et l'impulsivité. Vous êtes moins réactif, moins nerveux, moins submergé, moins émotionnel. Vous êtes donc plus posé, plus rationnel, plus lucide. Plus de confiance en soi et donc dans ses décisions. Si votre testostérone est élevé, vous avez moins de doutes, plus d'affirmations, vous prenez des décisions plus vite, plus fermement, votre posture, votre voix, votre présence sociale change, moins de soumission injustifiée. Un homme avec une testostérone faible évite naturellement le conflit, même quand il devrait s'imposer, parce qu'il part déjà perdant dans la bataille à venir. S'il y a une confrontation physique, puisqu'il a une testostérone faible, eh bien, il est déjà perdant dans sa tête. Donc, un homme avec une testostérone optimale pose des limites claires, refuse le manque de respect, protège son espace personnel et ne se fait pas vacciner de force parce que tout le monde le fait. Et puis pour retourner boire apéro dans les bars, c'est quand même indispensable. Voilà. Donc, ce n'est pas devenir agressif, c'est devenir aligné et intransigeant sur ce qui compte, quel qu'en soit le prix.
Neuvième élément, meilleure libido et fonction sexuelle. La libido masculine suit la testostérone, donc libido plus stable, érection plus dure, orgasme plus intense, confiance sexuelle renforcée, plus de compétitivité. Évidemment, la testostérone module l'esprit de compétition, meilleure endurance mentale, plus de persévérance, meilleure tolérance à la pression, et enfin, moins de comportement de serpillière. Quand la testostérone chute, est trop faible, la FHBG est élevée et les oestrogènes sont élevés aussi, l'homme devient passif, conciliant à l'excès, incapable de dire non, facilement influençable, pardon, et demandeur de validation. Alors que quand la testostérone remonte, il retrouve colonne vertébrale, standard élevé, leadership, discernement, résistance psychologique. Tout ça est évidemment aussi lié à votre profil psychologique génétique. Évidemment, on ne va pas transformer un âne en cheval de course, mais ça a tendance à amplifier tous ces éléments-là. Évidemment, tout ça sous couvert, en tout cas sous le parapluie de votre profil psychologique et de votre génétique initiale que vous ne pouvez absolument jamais changer. Cela dit, vous pouvez être obsédé par la taille de vos biceps, optimiser votre testostérone pour ça et récolter les bénéfices sous-jacents sans même vous en préoccuper. Donc, ok, je tire un peu sur les types qui sont obsédés par voilà, pectoraux, machin, abdominaux, taille des biceps. Moi, je veux augmenter ma testo pour pouvoir remplir mes t-shirts, je sais pas quoi. Ok, au final, c'est un peu ridicule et un peu primaire comme objectif, mais bon, ça va aussi, il va aussi en découler, il va aussi en ruisseler tous ces bénéfices et voilà. Peu importe votre motivation principale, augmenter votre niveau de testostérone est un net positif absolument indiscutable. Alors, la production endogène de testostérone, pourquoi la vôtre est basse? Parce que c'est bien beau de dire oui, je veux augmenter ma testostérone, mais au final, si vous comprenez absolument rien au mécanisme de production de la testostérone, eh ben, bon, c'est quand même un peu ridicule de dire oh, je vais prendre cette plante. De toute façon, si vous ne comprenez pas quelque chose, vous êtes beaucoup plus sujet aux arnaques en ligne et à acheter des compléments alimentaires et à faire des conneries à droite à gauche pour dire arrête d'éjaculer pendant 30 jours, ça va augmenter ta testostérone. En fait, c'est juste transient, enfin, je veux dire, c'est complètement débile, quoi. Donc, on va aborder les causes principales des niveaux faibles et sous-optimaux de testostérone, mais d'abord, il est nécessaire de mieux comprendre pardon, comment le corps la produit. Les hommes et les femmes produisent un peu de testostérone dans les glandes surrénales via l'axe HPA, donc avec la conversion prégnénolone, DHEA, androsténédione et testostérone. C'est-à-dire que cette voie de production-là, elle représente une très faible fraction, souvent moins de 5% de la testostérone totale d'un homme. La grande majorité de la synthèse de testostérone, elle est assurée par l'axe HPG, donc hypothalamique, hypophysaire, gonadique, que vous avez ici en schéma. Quand vous entendez parler de l'axe HPTA, des fois pour dire le mec s'injecte de la testostérone, l'axe HPTA est shutdown, c'est juste le système combiné. D'accord? Ce n'est pas un axe à part entière. L'axe HPTA n'existe pas. C'est la combinaison de l'axe HPG et de l'axe HPA du système donc global. Et l'équipe simplifie en disant l'axe HPTA. Donc l'axe principal qui est donc l'axe HPG, c'est donc hypothalamus ici, hypophysaire, gonadique, et ensuite vous allez voir que finalement ça remonte pour réguler, ça remonte à partir de là. Donc ça descend et puis ça remonte pour la régulation, soit pardon, euh, hypogonadisme primaire ou hypogonadisme pardon, secondaire, qu'on va voir ensuite. Il faut retenir ce schéma pour l'hypogonadisme. Là, l'idée, c'est de savoir pourquoi votre production de testostérone, si elle est faible structurellement, de comprendre d'où ça vient. Alors, comment l'organisme produit la testostérone? Le processus commence donc dans l'hypothalamus, qu'on a vu ici. La GnRH ensuite est sécrétée. La GnRH atteint l'hypophyse, se lie au récepteur de la GnRH et stimule la libération de LH, donc lutéasine, et FSH folliculaire, qui se rendent jusqu'au testicule où la LH se fixe à ces récepteurs et déclenche la production de testostérone dans les cellules de Leydig, donc ici dans les testicules, et la FSH se fixe à ces récepteurs et stimule directement la spermatogénèse. La FSH c'est directement lié à la production spermatozoïde. La testostérone et la LH aussi dans une certaine mesure. La testostérone produite dans les cellules de Leydig contribue également à la spermatogénèse via des mécanismes non génomiques, c'est pour ça que je vous ai dit la LH aussi. Les pulsations de GnRH surviennent environ toutes les 1 à 2 heures et sont synchronisées avec le rythme circadien. Ok, donc c'est pour ça que, absence de sommeil, vous dormez mal pendant 3-4 jours, votre testostérone divise par 2, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Elles sont plus fréquentes et plus intenses pendant le sommeil, ce qui explique pourquoi la testostérone est plus élevée le matin, notamment érection matinale. Si vous n'avez pas d'érection matinale, euh, red flag. Ces pulsations de GnRH ainsi que la sécrétion de LH et FSH sont régulées par un système de recontrôle négatif. Le système de recontrôle, c'est ça descend, ça remonte par recontrôle. Alors, quelles sont les causes d'une faible testostérone? Deux causes principales. Les testicules ne répondent pas à la LH et la FSH. C'est donc l'hypogonadisme primaire, parce que ça coupe.
ici. Donc, sur une prise de sang, comment on reconnaît l'hypogonadisme primaire? On observe généralement LH et FSH élevés, testostérone basse, pardon, causée par varicocèle, donc c'est la varice veineuse dans la bourse gauche, généralement dans la bourse gauche, liée à la structure de la construction veineuse dans la bourse gauche, ça ne le fait pas à droite, en tout cas beaucoup plus rarement à droite. Traumatisme physique aux testicules et lésions testiculaires. Ça, ce sont les causes d'hypogonadisme primaire. Normalement, vous le savez. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est que les varicocèles, il y a donc grade 1, 2, 3 de varicocèles. Le grade 1 ne se voit absolument pas, même au toucher, de façon palpable, c'est pas extrêmement, c'est pas facile à identifier. Le grade 2 commence à être visible, palpable, et ça peut créer des douleurs, notamment après des journées longues ou quand il y a beaucoup de chaleur. Et en fait, la varicocèle, c'est juste une, donc c'est l'équivalent d'une varice. Et en fait, c'est du sang qui stagne dans les veines de la bourse gauche. Et donc, ça réchauffe le testicule de gauche. Et forcément, ça fait que on se retrouve avec un hypogonadisme primaire lié à ça. Ça peut être corrigé par microchirurgie ou par embolisme, à faire absolument si votre résultat de spermogramme est mauvais. Donc, si vous pensez que vous avez une varicocèle, que vous allez faire une échographie et qu'effectivement vous avez varicocèle de grade 2 ou 3, ça a une influence directe sur votre production de testostérone et surtout sur votre fertilité. Donc, si vous avez grade 2 ou 3, vous allez absolument vous faire opérer, même si le médecin vous dit oh, c'est pas très grave, tant que tu continues à essayer de faire des gosses. Ok, mais au-delà de faire des gosses, ça défonce votre production de testostérone. Il y a également d'autres formes de dommages testiculaires qui sont parfois irréparables, et si la fonction testiculaire ne peut pas être restaurée, la testostérone exogène est la seule et unique solution. Hypogonadisme secondaire, c'est l'hypophyse qui ne sécrète pas de LH et FSH, donc là ça coupe carrément ici, avant pituitary, pardon. Et donc là, c'est la cause la plus fréquente de taux faibles sous-optimaux de testostérone. Elle est causée par le style de vie. Sur une prise de sang, on observe LH basse, FSH basse, testostérone basse ou sous-optimale. Dans la majorité des cas, ce trouble n'est pas dû à une liaison de l'hypophyse, mais à des facteurs tels que excès de masse grasse, résistance à l'insuline, résistance à la lectine, carence nutritionnelle, stress, manque de sommeil, sédentarité, consommation de drogue, toxines environnementales ou une combinaison de plusieurs de ces facteurs, sachant que tous ces facteurs-là c'est lié à être en surpoids, quoi. Donc, c'est souvent surpoids, plus alcool, plus tabac, plus cannabis. Allez, super. Ici aussi, on a l'option immédiate de la testostérone exogène, mais le risque d'aromatisation est énorme si les cases pardon, ne sont pas cochées, à savoir si vous commencez à injecter de la testostérone avec un excès de masse grasse, une résistance à l'insuline, résistance à la leptine, carence nutritionnelle, manque de sommeil, etc. Vous allez avoir gynécomastie, volatilité émotionnelle, vous allez aromatiser de façon énorme, et en fait, vous allez retrouver dans une situation presque pire que sans faire d'injection. Alors, on a aussi les options de stimulation endogène par la chimie, à savoir HCG en monothérapie ou enclomifène en monothérapie. Selon moi, c'est des solutions merdiques parce que l'HCG est difficile, c'est difficile de gérer les dosages et les ressentis si vous êtes expérimenté, sachant que votre médecin vous les fera jamais, enfin, vous n'allez jamais vous faire prescrire de l'HCG en France, c'est absolument impossible, donc vous allez devoir l'acheter euh, à l'étranger. This is not legal advice, ou je ne sais pas comment on dit, medical advice. Et l'enclomifène est bourré d'effets secondaires. Même chose, l'enclomifène, vous allez devoir le commander à l'étranger parce qu'en France, vous allez avoir que du clomifène et donc du clomide, et c'est globalement de la merde. Et le problème de l'enclomifène citrate, c'est que ça va bloquer l'effet neuroprotecteur des oestrogènes dans le cerveau, ça va augmenter les facteurs de coagulation pardon, et le risque thrombotique, surtout si vous êtes en plus déjà gras avec un cholestérol LDL et hypobie élevé. Diminuer l'IGF-1 alors qu'on en a besoin dans ce cas-là pour la DHT. Provoquer une aromatisation excessive, altérer la vision, augmenter les enzymes hépatiques, mais bon, ça c'est secondaire au point où vous en êtes. Et surtout, pourquoi je ne recommande pas l'un ou l'autre en monothérapie, ni la testostérone exogène? C'est parce qu'il suffit de se bouger le cul pendant 90 jours pour inverser la tendance. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, alors je pourrais vous faire sur la prochaine vidéo les facteurs majeurs inhibant la synthèse de la testostérone dans les testicules. Mais bon, ça va être extrêmement long si je commence à le faire maintenant. Comment l'estradiol, donc l'estradiol c'est oestrogène, hein, E2, estradiol, oestrogène, c'est la même chose, supprime la testostérone. C'est donc une hormone aussi importante pour l'homme que pour la femme. Chez l'homme, la majorité de l'estrogène provient de l'aromatisation, à savoir la testostérone qui se convertit en estradiol via l'enzyme aromatase. C'est pour ça qu'on parle d'aromatisation et que
Typiquement, les types qui ont comment t'appelles ça, gynécomasties, c'est une aromatisation excessive de l'estradiol, donc ils se retrouvent avec des bitch tits, en fait des tétons de gonzesses qui produisent du lait, parce qu'il y a trop d'œstrogènes, ils ont trop d'œstrogènes circulant et ça vient se fixer comme ça sur les tissus mammaires. L'estradiol donc l'œstrogène est essentiel pour l'humeur, la cognition, la libido, la fonction sexuelle, la croissance musculaire, les articulations, la santé globale. Mais il joue aussi un rôle clé dans le rétrocontrôle négatif. D'accord, c'est lui qui indique à l'hypothalamus d'arrêter la sécrétion de GnRH. C'est ce qui stoppe ensuite l'envoi de LH et FSH aux testicules. C'est pour ça que vous devez vous retrouver dans une fourchette optimale d'œstrogène et pas juste se concentrer sur la testostérone totale. Ok, être obèse, gros ou juste skinny fat, ça détruit votre production pardon, de testostérone. L'enzyme aromatase est abondante dans les cellules graisseuses. Plus vous avez de graisse, plus votre testostérone sera converti en œstrogène. Et en plus, c'est un goulot d'étranglement pour la production de testostérone par deux mécanismes différents, tout en créant un déséquilibre androgène-œstrogène, à savoir le ratio testostérone sur œstrogène. La première marche à monter, la plus évidente et aussi celle qui apportera le plus de résultats pour augmenter votre testostérone, c'est ne plus être gros. Alors, c'est super simple, vous vous regardez dans le miroir, si vous ne voyez pas vos abdos, vous avez un facteur limitant majeur à votre production de testostérone. Et je ne parle pas de ouais, je contracte à fond, machin, après une séance, et puis le matin au réveil, c'est bon, j'arrive à voir un petit peu les deux abdos d'en haut. Non, non, si vous êtes gras, vous le savez, ok? Si vous ne voyez pas 4, 6 abdos sur votre corps en tout temps, c'est-à-dire sans contracter, vous êtes trop gras pour avoir une production optimale de testostérone. De 10 à 13% de masse grasse, c'est le taux optimal pour une production maximale de testostérone. Jusqu'à 15, 16, voire 17%, c'est acceptable. Au-dessus de 17%, on entre en territoire sous-optimal. Ok, et la plupart des types sont largement au-dessus de 17%. Ils disent oh, mais c'est bon, j'arrive je suis musclé. Je suis musclé. Ouais, t'es gras aussi. Donc, euh, pour ça, dès que ça scanne, vous pouvez le faire en France. Je ne sais pas si ça se fait sans ordonnance. Enfin, de toute façon, c'est tellement de bordel là-bas. Si vous arrivez à obtenir un DEXA-scan, vous pourrez avoir votre taux de masse grasse extrêmement précis. Ou alors, vous faites un scan visuel et vous ajoutez 4 à 5%. C'est-à-dire, vous cherchez des photos en ligne, taux de masse grasse, dès que ça scanne, 15%, 14%, 12%. Vous essayez de vous situer par rapport aux photos que vous voyez et vous rajoutez 5%. Pourquoi? Parce que quand vous pensez être à 15, vous êtes en vérité à 20. C'est une règle universelle. On est toujours plus gras que ce que l'on croit. Vous pensez être à 13% de masse grasse, ok, vous êtes à 18. C'est pas la peine de chercher des excuses ou des justifications. Être gras, skinny fat, obèse, plus en mauvaise forme métabolique, ça implique une chute de la testostérone et donc un mécanisme d'auto-sabotage. Parce que le tissu adipeux, ça n'est pas juste du gras, c'est un régulateur du système immunitaire et endocrinien. Si vous êtes trop gras, vous êtes en inflammation chronique, vous avez une résistance à la leptine, vous avez donc les ROS, donc les radicaux libres, qui inhibent la fonction mitochondriale qui est essentielle à la stéroïdogénèse dans les surrénales et dans les gonades. Vous avez donc une résistance à l'insuline également, même si vous avez beaucoup de muscles, etc. Pas forcément une résistance à l'insuline, mais en tout cas, vous perdez de la sensibilité à l'insuline, et c'est problématique, et évidemment, l'aromatisation. Donc, la première pierre à faire tomber, c'est d'aller dans une fourchette de masse grasse de 10 à 15%. En fonction de vos prédispositions génétiques, etc., vous aurez plus ou moins de facilité à y aller. Quoi qu'il arrive, vous allez avoir la dalle pendant la perte de poids, c'est normal, mais bon, priori, vous appelez pas Monique, 58 ans, qui chiale à chaque fois qu'elle a un peu faim et qui se gave de tablettes de chocolat, hein, voilà. Donc, c'est votre priorité absolue si vous n'y êtes pas encore et c'est pas la peine de commencer à chercher. Oui, mais alors attends, moi je prends du Tongatali, je prends de l'ashwagandha, je prends du boron, machin. Non, commence par perdre du gras, ça va faire la différence majeure. Carence nutritionnelle et micronutritionnelle, c'est donc un autre des éléments, un autre des goulots d'étranglement pour la production de testostérone, à savoir protéines, vous devez manger au minimum 2 grammes par kilo et par jour, c'est-à-dire si vous faites 80 kilos, vous mangez 160 grammes de protéines. Grosso modo, dans 100 grammes de viande, de poisson, vous avez 20 grammes de protéines, donc 160 grammes, ça fait, si vous mangez 300 grammes de viande, vous avez 60 grammes de protéines, deux fois 300 grammes de viande, plus des œufs le matin, plus un peu de produits laitiers, voilà, vous y êtes. En termes de sources principales, les œufs, le bœuf, le poulet, le poisson, produits laitiers, whey.
Les lipides, vous devez être de 0,6 à 0,9 grammes par jour. C'est indispensable pour la thyroïdogénèse. Donc, si vous faites 80 kg, ça fait 60 grammes de lipides par jour au minimum. Le cholestérol, c'est donc un précurseur direct de la testostérone. Consommation au minimum 400 mg par jour de cholestérol. Vous demandez à ChatGPT dans quoi vous en trouvez. Folate, donc les B9, si vous avez une carence en folate, vous avez une baisse de la testostérone plus un signal androgénique altéré. L'iode, même chose, c'est essentiel pardon, pour la thyroïde, qui régule donc le métabolisme, l'expression des récepteurs androgènes et la stimulation HPG indirecte. Pour l'iode, vous salez vos plats avec du sel iodé et ça suffit. Le fer, bon, vous mangez du bœuf, la ferritine optimale, il faut pas monter, idéalement, il ne faut pas monter au-dessus de 100, 120, 130, sinon on commence à avoir une boucle négative. Donc vous allez mesurer la ferritine en même temps que vous faites votre panel hormonal. Idéalement, vous avez une ferritine entre 50 et 100, en dessous de 50, 60, ça commence à être vraiment trop bas. Au-dessus de 110, 120, c'est trop haut, et vous allez faire un don du sang pour baisser votre ferritine. Dans ce range-là, c'est absolument parfait. Et pour le faire, vous mangez du bœuf et basta, quoi. C'est pas compliqué. De toute façon, aucun homme est en carence de fer. C'est un peu con d'avoir écrit ça d'ailleurs. Magnésium, clé pour des dizaines d'enzymes, dont celle de l'astéroïdogénèse. Supplémentation entre 800 pardon, et 1000 mg de magnésium élémentaire par jour. Donc si vous prenez du glycinate ou du bisglycinate, pardon, ça va faire entre 8 et 10 gélules de magnésium par jour. Souvent, les gélules sont chargées à 100 mg de magnésium élémentaire. Même si votre gélule fait 1 gramme, donc 1000 mg, en fait, vous avez uniquement 100 mg de magnésium élémentaire là-dedans. Donc, voilà, vous montez progressivement parce que sinon, vous allez avoir la diarrhée. Oméga 3 qui réduisent donc l'inflammation, soutiennent la production hormonale. Objectif ratio oméga 3, oméga 6 de 1 pour 1, voire 1 pour 3. Bon, 1 pour 1, c'est clairement pas réaliste aujourd'hui. C'est vraiment l'idéal. Prenez 3 grammes de PA DHA par jour. C'est vraiment la bonne chose. Donc, pas juste 3 grammes d'huile de poisson, 3 grammes de PA DHA. Donc, par exemple, 1700 mg de PA, 1300 mg de DHA. Regardez bien, parce que souvent les gens prennent 3 gélules, ils disent ah, c'est bon, j'ai mes 3 grammes. Non, généralement, il faut 9 gélules pour avoir 3000 mg de PADHA. Le sélénium, essentiel pour la conversion de T4 en T3, donc thyroïdienne, protection contre le stress oxydatif, fertilité plus testostérone, baisse des hormones thyroïdiennes, baisse de la testostérone. Le sélénium, vous mangez des noix du Brésil, 2 noix du Brésil par jour, ça suffit. Vitamine D, vous vous exposez au soleil, et le zinc, vous en prenez un peu, vous prenez entre 12,5 et 25 mg par jour, notamment pour la production de testostérone, DHT, liaison récepteur androgène et inhibition de l'aromatase. Si vous êtes en carence de zinc, vous avez une chute de testostérone garantie. Voilà. C'est pas la peine de compliquer la diète. À un moment, c'est juste du bon sens. Vous faites une structure de repas débile-proof. La majorité de vos repas doivent être bruts, beaucoup de protéines et de micronutriments, viande, poisson, œufs, plus légumes, plus féculents. Vous mangez des fruits de saison. C'est OK de bouffer McDo et pizza, vous n'êtes pas gay non plus. Vous devez juste couvrir vos besoins en nutriments clés. Arrêtez de compliquer ce qui n'a pas à l'être. Toutes les diètes ultra spécifiques, obsessionnelles, c'est un truc, l'eau, testostérone, calcul extrêmement précis, voilà, avaler une demi-litre, une litre et demi par jour pour l'iode, et puis bouffer, je sais pas, des racines de je sais pas quoi, fermentées. Non, franchement, les types qui ont une génétique de barbares full testo mangent comme des barbares. Beaucoup de viande, beaucoup de glucides, des légumes parce qu'ils s'en foutent du goût et que ça remplit la panse, des fruits quand ça leur passe sous la main, mais ils chialent pas parce qu'il y a de l'huile de tournesol au McDo et ah, les huiles de graines, machin. Ok, vous n'avez pas d'huile de graines quand vous êtes à la maison, mais commencez pas à faire la princesse quand vous allez au McDo ou à Burger King ou je sais pas où en disant est-ce que c'est bien cuit sans huile de graines? Non, c'est bon, ça va 2 minutes. Non, les mecs, ils avalent les boîtes de 20 nuggets sans broncher. Protéines, nuggets, sauce barbecue, super, c'est délicieux, génial. Voilà. Bon, c'est tout ça pour dire que ça sert à rien d'être complètement obsessionnel et schizophrène sur oh les huiles de graines, oh les huiles hydrogénées, oh ça non, c'est pas bon, ça il faut pas, les antinutriments des légumes, ça va pas. Non, à un moment, fibres, protéines, glucides, fruits, légumes, allez, ça va. Ce qui compte, c'est quand même l'état d'esprit derrière tout ça, à savoir remplir la machine, faire tourner la machine, et la nutrition, ça doit soutenir la charge d'entraînement et le mindset et l'état d'esprit au testostérone. Par contre, si vous êtes gros, vous devez suivre cette structure de repas, mais contrôlez les calories pour atteindre 10 à 15% de masse grasse. Téléchargez l'application Chronometer pour suivre vos calories, comptez les calories. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Faut arrêter d'essayer de réinventer la roue, quoi. Maintenant, alors là, on arrive sur le niveau de priorité maximum, donc on se concentre les éléments comportementaux.
Premier élément comportemental, c'est l'absence d'activité physique de haute intensité. L'entraînement intense, musculation et cardio augmente la sécrétion de LH, la testostérone libre et la DHT, améliore la sensibilité à l'insuline et l'inflammation et améliore la réponse des cellules de Leydig à la LH. Un mode de vie sédentaire produit l'inverse. Donc, voilà la structure optimale testostérone et DHT. Musculation en salle 3 à 4 fois par semaine, charge lourde 5 x 5 en début de séance, c'est-à-dire vous arrivez, vous échauffez bien correctement et le premier exercice de la séance, ça doit être du 5 x 5. OK? 5 x 5, 5 séries de 5 répétitions à l'échec, machin, développé couché, des exercices vraiment lourds, développé couché, du hack squat, des presses à cuisses, des tirages, des rowing, etc. Vraiment exercice lourd, 5 x 5 pour le premier exercice. Et ensuite, derrière, bon, bah, vous gardez un niveau d'intensité quand même relativement élevé, vous allez à l'échec comme d'hab. Du HIIT, donc entraînement d'intervalle violent, 1 à 2 fois par semaine. Alors, on parle de sprint, de VO2 max en vélo, de rameur, de assaut bike. Donc, vous passez 10 à 15 minutes en zone 5 par semaine. Ça doit être l'enfer sur Terre. Ça veut dire que pendant 10 à 15 minutes par semaine, vous êtes en enfer. Vous avez envie de mourir, vous pouvez pas, vous avez envie d'arrêter. Donc, à quoi ça ressemble, par exemple, une séance de HIIT en sprint? C'est 12 séries, c'est-à-dire sprint sur 100 mètres, donc ça va faire en gros 15 secondes, entre 10 et 15 secondes. Vous revenez à votre point initial, vous marchez pendant 50 secondes et vous repartez en sprint sur 100 mètres. Et ça, c'est vraiment l'intensité maximum que vous pouvez avoir. Là, vous êtes même en zone 6, zone 7. Et ça, pour la DHT, il n'y a absolument rien de plus puissant. En termes de hit un peu moins violent, vous faites des sessions de 4x4, c'est-à-dire vous montez sur un vélo ergomètre ou sur un assaut de bike, vous faites 4 minutes tranquille récupération, 4 minutes ultra intense, zone 5, à 95% de votre fréquence cardiaque maximum. Et ça, c'est indispensable à nouveau. Évidemment, personne ne le fait parce que c'est l'enfer sur Terre. Donc, passer 10 à 15 minutes par semaine en zone 5. Donc ça peut être fait en 1 ou 2 séances, donc à 3, 4, une séance ou 2 de sparring, de sport de combat, donc JJB, Muay Thai, MMA, boxe, c'est important aussi. Et idéalement, vous rajoutez, donc là plus pour le côté DHT, confrontation, etc., état d'esprit, haute testostérone, compétition entre hommes, c'est indispensable. Sinon, si vous ne le faites pas, en fait, vous devenez juste confortable, quoi. Et enfin, idéalement, rajouter 90 pardon, à 180 minutes de zone 2 par semaine, selon votre emploi du temps. Évidemment, si vous voulez faire que 90 minutes, ça c'est pour créer vraiment, conserver votre base cardiovasculaire, parce qu'il faut voir les zones cardiovasculaires, la VO2 max, comme étant une pyramide, c'est ce que Peter Attia explique. La base de votre pyramide, c'est la zone 2 fondamentale, donc votre cardio fondamental, et le haut de la pyramide, c'est votre VO2 max, donc c'est le cardio en zone 5. Et il faut idéalement réussir à équilibrer la zone 5 et la zone 2. Si vous n'arrivez pas à étendre la base de la pyramide avec votre fondement cardiovasculaire, vous allez avoir du mal à monter plus haut et donc à augmenter l'intensité dans les sprints, dans le rameur, dans la bike. Voilà. Je partagerai ma routine d'entraînement complète dans une prochaine vidéo. Et donc là, on a Botai Biohacker pardon, qui explique comment la demande, la DHT sur demande augmente quand vous faites de la force explosive, à savoir voilà, les sprints, les sports de combat les 5x5 en muscu. Deuxième élément, donc là on est toujours sur les éléments comportementaux. Donc là, ça c'est vraiment la priorité maximale. Deuxième élément, manque de compétition et de défis sociaux. La testostérone augmente via une hausse de la sécrétion de LH en réponse aux défis sociaux et à la compétition. Donc, compétition sportive, compétition de jeux vidéo, compétition donc, dans le business, dans la séduction, etc. Et donc là, compétition sportive, si vous adorez le tennis, aller participer à des compétitions, à des tournois de tennis, ça fait partie de ce qui augmente vos niveaux de testostérone. D'accord? Parce que c'est l'esprit de compétition. La testostérone élevée est un état d'esprit. Si vous êtes en compétition, vous avez donc les paramètres qui vont augmenter votre niveau de testostérone. Manque de poursuite sexuelle et de comportement de reproduction, ça aussi c'est un élément majeur. Le niveau de testostérone augmente chez les hommes lors d'événements compétitifs ou lorsqu'ils sont exposés à des partenaires sexuels. La testostérone augmente avec l'activité sexuelle, mais pas avec la masturbation. Les hommes sexuellement actifs qui continuent à chercher de nouvelles opportunités de rencontre maintiennent des taux de niveau de testostérone
plus élevé que ceux qui ne le font pas. Les hommes en relation pleinement monogame voient une baisse de la testostérone. Ça ne veut pas forcément dire aller coucher avec d'autres femmes. Si vous êtes marié, si vous avez des enfants, etc., vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Ça ne veut pas dire que vous devez le faire. Ça veut dire que, en tout cas, ça peut vouloir dire ne pas être hermétique. C'est-à-dire ne pas avoir des œillères constamment et arrêter d'adresser la parole aux autres femmes parce que sous couvert de vous êtes marié, vous êtes monogame, etc. Ça ne veut pas dire allez niquer la secrétaire à votre boulot. Ça veut pouvoir dire rester dans une dynamique de séduction sans franchir les barrières que vous êtes imposées de façon arbitraire ou pas, vous ou votre femme. D'accord? Ça veut dire ne pas rester hermétique, parce que les hommes en relation pleinement monogame voient une baisse de la testostérone, et c'est absolument, enfin, on ne peut pas lutter, quoi. Stress chronique, donc là, c'est la même chose, c'est aussi un élément qui est problématique pour la production de testostérone, inhibe pardon, la production de testostérone en supprimant l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique, donc l'axe HPG qu'on a déjà vu. Cette suppression, elle est médiée par l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, donc surrénalien, pardon, HPA. Et donc, le cortisol élevé inhibe ensuite l'axe HPG en bloquant la sécrétion de GnRH par l'hypothalamus, on l'a déjà vu, et réduisant les niveaux de LH et FSH. Pour la gestion du stress, sauna, méditation, se désimpliquer de la putain de politique, c'est vraiment un truc d'attardé, d'être complètement tout le temps impliqué par la politique. Il y a un moment où, quand vous avez un niveau de testostérone élevé, vous comprenez que les changements politiques ne viennent pas du monde politique, mais viennent de l'individu. Et donc, cette vidéo contribue à redonner le pouvoir aux individus. Plus vous avez un nombre d'individus élevé et d'hommes jeunes ou pas qui ont un niveau de testostérone élevé, mieux la société va en règle générale. Lire Marc Aurèle et Sénèque pour comprendre que finalement, au bout du compte, stresser, pourquoi vous vivez juste votre misérable vie, on vit tous nos misérables vies, et tout ça va s'effacer dans l'infini. Donc bon, à quoi bon être stressé? Ne plus du tout regarder l'actualité, c'est pareil, c'est un truc d'attardé de regarder l'actualité, et suivre le cycle menstruel de sa femme pour ne pas la prendre au sérieux. Quand vous commencez à avoir un suivi, une application de suivi du cycle menstruel de votre femme, vous comprenez ses réactions émotionnelles ou pas, rationnelles ou pas, ses commentaires en fonction de son cycle menstruel. Et une fois que vous êtes vous sortez de la matrix en comprenant que, bon, finalement, ça gesticule dans tous les sens, mais tout ça est extrêmement lié au cycle menstruel. Donc voilà comment gérer votre stress. Et vous devez bien différencier le stress chronique du stress de performance, d'accord? Être stressé avant un sparring de boxe, c'est du bon stress. Être stressé constamment parce que, je sais pas, la facture d'électricité va peut-être augmenter le mois prochain, c'est du stress chronique qui sert à rien. Autre élément, dysrégulation circadienne, déficit de lumière solaire et excès de lumière bleue. La dysrégulation du cycle circadien est impliquée dans une baisse de la sécrétion des gonadotropines ainsi que dans une réponse réduite aux gonadotropines au niveau des testicules. Le rythme circadien régule également tous les axes indirects impliqués dans la testostérone, donc l'axe HPA, les fonctions métabolisme énergétique, les fonctions métaboliques et le système dopaminergique. Pardon. Les fonctions circadiennes modernes, c'est principalement les dysfonctions modernes, pardon, c'est donc manque de lumière naturelle, c'est-à-dire vous êtes enfermé toute la journée sans aller au soleil, et excès de lumière bleue, vous êtes constamment derrière les écrans. Le minimum viable pour optimiser votre production de testostérone, c'est 10 à 15 minutes d'exposition complète au lever du soleil. 30 minutes opportunistes le reste de la journée, vous enlevez votre t-shirt, même s'il fait froid, vous êtes exposé le plus possible, le plus de peau possible au soleil, et 10 à 15 minutes en fin de journée au coucher du soleil. Vous mettez le night shift sur absolument tous vos écrans pour limiter la lumière bleue, vous mettez des lunettes anti-lumière bleue dès que le soleil est couché pour ne pas bloquer la production de mélatonine, vous arrêtez d'emmener vos portables dans la chambre, je veux dire, c'est vraiment le comportement débile par excellence de scroller jusqu'à je ne sais pas quelle heure pour regarder des saloperies. Vous lisez des livres plutôt que d'amener votre portable dans la chambre et vous arrêtez de vous coucher après minuit. C'est pareil, vous avez plus de 14 ans à traîner sur les jeux vidéo jusqu'à 3 heures du mat. Enfin, dysfonction mitochondriale, une production réduite d'ATP limite la stéroïdogénèse dans les cellules de Leydig, tandis qu'une augmentation des radicaux libres endommage les cellules et les enzymes nécessaires à la production de testostérone, ainsi que la sécrétion de gonadotropines. Pour les mitochondries, tout le monde dit alors voilà, machin, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux prendre, comment je peux améliorer, est-ce que si je fais de la lumière rouge, c'est pas quoi? Non. Pour les mitochondries, il faut se foutre en enfer. C'est-à-dire, il faut passer ces 15 minutes par semaine en enfer, en zone 5, en zone 6, en zone 7. Et là, on augmente la santé visuelle. Donc, le HIIT, le sprint, l'entraînement VO2 max, les sparring de boxe durs, longs, qui durent 4-5 minutes,
la thérapie, donc Red Light Therapy, soleil, exposition au soleil, et ubiquinol, donc Kaneka. Kaneka, ça veut dire de prendre du COP10 de base à 2 balles, dans il faut du ubiquinol du laboratoire Kaneka, donc brandé Kaneka. Enfin, consommation d'alcool, en plus de favoriser l'excès, et ubiquinol, il faut prendre 200 mg par jour. En plus de favoriser l'excès de masse grasse, la consommation d'alcool augmente l'aromatage, ce qui accroît la conversion de la testostérone en oestrogène. Bon, voilà, l'alcool, voilà. Soit vous supprimez, soit vous calmez sérieusement. Jusqu'à 3 verres par semaine, si vous ne prenez pas les 3 verres le même jour. Donc, un verre de vin le lundi midi, un verre de whisky le vendredi soir, et puis un verre de vin le dimanche midi. Ça se voit pas, hein, d'accord? Sauf si vous avez le trait génétique CYPE21, mais à part ça, non. Drogues récréatives, bon pareil, drogues récréatives comme le cannabis, le kratom, les opioïdes sont connus pour augmenter la prolactine, ce qui perturbe la signalisation hypothalamique et hypophysaire. Enfin, pornographie et masturbation, pardon, la relation entre porno et testostérone est ambiguë dans les études, mais un peu de bon sens et d'empirisme pour conclure que le porno a un impact négatif sur la production de testostérone et probablement un effet très néfaste sur la capacité de testostérone et de DHT à exercer leur fonction. Le porno agit comme un stimulus supranormal, produisant une réponse dopaminergique plus forte que le stimulus naturel, comme la libération de dopamine induite par le porno se rapproche plus de celle de drogue, comme la méthamphétamine ou le crack, que celle du sexe, ou de substances comme la nicotine ou la morphine. Toute consommation de porno conduit à des degrés divers avec des dysfonctions dopaminergiques qui augmentent ensuite la sécrétion de la prolactine. En plus d'augmenter la prolactine via la voie dopaminergique, les organes eux-mêmes stimulent directement la prolactine, ce qui n'est pas applicable au rapport sexuel. D'accord. Après un rapport sexuel, la prolactine augmente pas de façon significative, contrairement à après la consommation de porno et de masturbation. Une étude chez la souris a montré qu'une satiété sexuelle peut diminuer la densité des récepteurs androgènes dans les zones clés du cerveau. Donc, les zones clés du cerveau, récepteurs androgènes dans le cerveau, on comprend que, ah bon, agressivité, ambition, motivation, et comment ça se fait que tu te sens comme une merde après avoir regardé un porno, bon, c'est pour ça. Cette réduction signifie moins de sites disponibles pour que la testostérone se fixe et exerce ses effets. Masturbation fréquente couplée à une sensibilité réduite des récepteurs androgènes diminue l'efficacité de la testostérone et de la DHT, ce qui réduit les bénéfices d'un taux de testostérone optimal. Et en plus de ça, porno égale désintérêt de l'action, conquête, séduction, ambition, etc. Donc baisse cascade de la testostérone. Et enfin, on a le dernier point des toxines environnementales, à savoir les xénoestrogènes, les anti-androgènes et les perturbateurs endocriniens. Heu, bon, vous pouvez, ces toxines-là, elles sont capables d'activer les récepteurs oestrogènes, réduisant la signalisation en provenance de l'hypophyse, endommager les cellules impliquées dans la signalisation de l'axe HPG, bloquer les récepteurs androgènes, bloquer la conversion de la testostérone en DHT et diminuer l'activité de la 5-alpha réductase, diminuer la testostérone, il va augmenter la SHBG, détériorer l'humeur. Donc, où est-ce qu'on trouve ça? Donc, c'est donc les bisphénols, les phtalates, les parabènes, les noliphénols, les PCB, le triclosane, le 4-non-nifénol, les phytoestrogènes. Ça reste un niveau de priorité secondaire. Il ne faut pas en faire une obsession complète. Il faut simplement rester dans le bon sens, à savoir moins de plastique en contact avec la bouffe. J'essayais d'avoir des tupperwares en inox ou en verre. Moins de produits ménagers chimiques. Vous faites le ménage avec, enfin, vous faites faire le ménage ou vous faites, peu importe, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc ou du savon, savon noir, savon de Marseille, je sais pas quoi. Dentifrice nano-hydroxyapatite plutôt que du dentifrice au fluor. Parfum sur les fringues et pas sur la peau. Vous prenez donc des bouteilles et des tupperwares en verre, en inox. Pas de poêle en téflon. Prenez des poêles en inox ou des poêles en fonte. Et voilà, déjà, vous avez fait ça, vous avez fait 90% du boulot. C'est pas la peine de devenir obsédé non plus. Conclusion, et c'est probablement un des points les plus importants de la vidéo, il y a deux éléments inséparables pour optimiser votre testostérone. Le bon état d'esprit, à savoir compétition, ambition, motivation, agressivité, volonté de progression, d'optimisation, drive, intolérance à la médiocrité, et le signal environnemental, et ces deux se renvoient la balle: entraînement, nutrition, circadien, sommeil, alcool, sexe et intensité de vie en règle générale. Prise de risque, voilà. Je vous ai dit que la testostérone élevée était un état d'esprit, et c'est réel, et j'en suis la preuve récemment. Il y a quelques mois, je me plaignais à un pote de ne plus avoir autant d'énergie qu'avant, d'avoir du mal à assumer pardon, ma charge d'entraînement, d'être fatigué assez tôt dans la journée, d'avoir des coups de barre, des manques de motivation, d'être à fleur de peau, d'être plus émotionnel dans le sens avoir des réponses plus émotionnelles, etc. Et franchement, j'étais battu. Voilà, je vieillis, j'accepte de perdre mon énergie. Franchement, à presque 28 ans, je peux pas avoir autant d'énergie quand j'en avais 18, et voilà, j'ai accepté ça comme une fatalité. Alors il m'a dit:
Écoute, moins t'en fais, moins tu envie d'en foutre, c'est connu. C'est parce que tu t'écoutes trop. Les capacités d'adaptation vont dans les 2 sens. Il m'a vraiment dit ça, de toute façon, ouais, normal quoi, c'est assez logique. Moins t'en fais, moins tu envie d'en foutre et en fait, c'est pas plus t'en fais, plus tu fatigué, c'est, l'adaptation va se faire. Et donc ça a fait écho pardon, et j'ai poussé à travers la fatigue, la flemme et la douleur. J'ai doublé, ouais, j'ai quasiment doublé, j'ai augmenté de 80 mon volume d'entraînement. Je suis passé à 15 heures par semaine. J'ai ajouté des séances intenses de sprint zone 6 et 7 pour la DHT. J'ai perdu 2-3 kg de gras et j'ai augmenté l'intensité et l'intention dans mes entraînements. Au final, j'en suis sorti par le haut. La logique linéaire, c'est de se dire, si j'en fais le double et 2 fois plus intense, je vais être 2 fois plus fatigué. Sauf qu'en 6 semaines, j'ai retrouvé un niveau d'énergie maximum. Plus de force, plus de cardio, plus d'explosivité, jamais fatigué, plus de motivation. Donc, on se retrouve avec un résultat qui est incohérent par rapport à la logique linéaire initiale de dire, attends, si je suis crevé, si je suis fatigué, si je suis à fleur de peau, si je me sens de plus en plus, si j'ai de plus en plus de mal à assumer ma charge d'entraînement, si j'en fais le double, ça va être terrible, quoi. Donc, il vaut mieux que je ralentisse la charge d'entraînement et plutôt que de rester autour de 8 heures par semaine, que je descende à 5 heures pour pouvoir bien récupérer. Non. J'ai augmenté 5 heures, 6 heures d'entraînement par semaine. J'ai augmenté l'intensité. J'ai rajouté de la zone 6, de la zone 7 pour la DHT. J'ai perdu du gras. Donc tout ça en étant en déficit calorique et j'en suis sorti par le haut parce que la testostérone élevée est un état d'esprit. J'étais en train de prendre mon déclin physique pour une fatalité. J'arrive presque à 28 ans, c'est normal, mon corps a poussé le cadavre dans le trou. Alors après l'appel, j'ai refusé, j'ai forcé en lui mettant le double de volume dans la caisse et quand l'environnement envoie un signal fort, le système endocrinien s'adapte, la testostérone monte, les mitochondries s'adaptent, l'ADHT suit et la capacité de charge augmente. L'adaptation à l'accélération. Votre biologie suit votre drift. Votre drift suit votre état d'esprit. Moins t'en fais, moins t'as envie d'en foutre. Plus tu en fais, plus tu as envie d'en faire. Jusqu'au point de rupture, évidemment, mais le point de rupture est extrêmement loin. Évidemment, il ne faut pas aller jusqu'à la blessure, mais le point vraiment important à regarder pour le surentraînement, c'est le HRV, donc la variabilité de la fréquence cardiaque. Et si votre tendance commence à baisser, donc c'est-à-dire votre variabilité de fréquence cardiaque, donc VFC en français, commence à baisser, c'est que là, vous en faites probablement trop, et donc c'est le signal organique qui dit OK, vous êtes en surentraînement. Si votre VFC stagne ou augmente, eh bien, c'est absolument sévère, quoi. Alors le mien était déjà super haut puisque j'avais une moyenne aux alentours de 109, 110, 112 de VFC sur l'année. Et là, je suis carrément monté à 125. Donc là, on voit que ma moyenne de base était autour de 109. Et là, dès que j'ai commencé à me reprendre, enfin pas à me reprendre, mais à augmenter ma charge d'entraînement, voilà, je suis monté graduellement jusqu'à aujourd'hui, en novembre, à 125 ms. Vous pouvez faire vos recherches, demandez à ChatGPT. Euh, il y a c'est le top 0,1% de la population qui est au-dessus de 120 de VFC. Et donc voilà, ça continue à monter malgré l'augmentation de la charge et je vais typiquement continuer à augmenter la charge d'entraînement jusqu'à ce que ça crache et puis et voilà. Donc je devenais juste un pitoyable individu low testostérone. Je me suis laissé entraîner vers le fond. J'étais pas en surentraînement, j'étais en sous-exposition, sous-stimulation, sous-volonté de puissance. Donc tous ces trucs d'optimisation, c'est marrant. La nutrition, le sommeil, l'entraînement, les compléments alimentaires, tout ça, c'est l'infrastructure, c'est le carburant. Mais cet environnement doit servir à déclencher un état d'esprit offensif, orienté action, autoresponsable, énergique, agressif, exigeant, ambitieux, inarrêtable. Vous devez faire shifter votre état d'esprit en vraiment testostérone haute. Sinon, tout le reste est absolument inutile. Voilà, une fois que c'est fait pour la testostérone, il faut maxer la DHT, d'hydrotestostérone, pardon. Donc là, c'est vraiment l'hormone drive, dominance, agressivité, libido, rigidité mentale, rigidité physique, densité musculaire, compétition, prise de décision, puissance sexuelle. Alors évidemment, on a les types qui se castrent au finastéride et au dutastéride en devenant essentiellement des ladyboys sans DHT, avec le sexe mou, la stabilité émotionnelle d'une adolescente au lycée et une obsession homosexuelle pour leurs beaux cheveux. Voilà, les beaux cheveux, DHT, 5 alpha réductase. Et puis ils viennent te dire non mais il n'y a pas besoin de la DHT après l'adolescence. Regarde les études, machin, finastéride, c'est pas un problème. Regarde, il y a des millions de personnes qui en ont pris sans même se rendre compte qu'ils deviennent complètement fragiles. C'est l'hormone androgène la plus puissante du corps, mais tranquille, pas besoin pour être un homme. Bon, on en parlera plus tard.
Donc, 3 vidéos à venir si celle-ci vous a plu. La première, ma routine actuelle, à savoir comment je mets en application tout ça de façon routinière avec ma diète, les entraînements, la gestion circadienne, les compléments alimentaires. Donc vous me dites si vous voulez cette vidéo. Pourquoi l'ADHT est indispensable et le guide d'optimisation de l'ADHT si vous voulez cette vidéo aussi. Et enfin, comment faire un bilan sanguin homme complet, c'est-à-dire l'intégralité de nos indicateurs de santé et pas juste hormonal. Et puis surtout, comment les interpréter pour ne pas compter sur son médecin obèse pour dire: «Oui, impeccable, tu as, 300 nanogrammes par décilitre». Voilà, bonne journée.